Bonjour et bienvenue. Vous êtes un professionnel de la santé formé hors de l'Union européenne et vous rêvez de pratiquer en France. Le chemin peut paraître complexe, un peu comme un labyrinthe administratif, mais pas de panique. On est là pour décrypter tout ça ensemble, étape par étape. Considérez ça comme votre GPS pour naviguer le système français. Alors, avant toute chose, de qui parle-t-on exactement? Il y a un acronyme que l'on va voir partout, PADHU. Ça veut tout simplement dire praticien à diplôme hors Union européenne. Donc, si on est médecin, pharmacien ou même dentiste, avec un diplôme qui vient d'un pays non membre de l'UE, eh bien, cette analyse est faite pour soi. Ok, maintenant qu'on a défini le public, quelle est la clé pour entrer sur le territoire? C'est le PACT, encore un acronyme. Il signifie praticien associé contractuel temporaire. C'est un statut tout récent et c'est la porte d'entrée qu'on va explorer en détail aujourd'hui. Allez, on plonge au cœur du sujet. Le système PACT, pourquoi a-t-il été créé et surtout comment ça fonctionne concrètement? On regarde ça tout de suite. Le point de départ de toute cette aventure, c'est la paperasse, bien sûr. La toute première chose à faire, c'est de monter un dossier pour demander une autorisation d'exercice provisoire. Et ce dossier, on ne l'envoie pas n'importe où. L'interlocuteur unique, c'est l'Agence régionale de santé, la fameuse ARS. Bon, maintenant, parlons pratique. Ce fameux dossier, qu'est-ce qu'on doit y mettre? C'est vraiment l'étape cruciale où le moindre oubli peut tout bloquer. Voyons ça comme une checklist à suivre scrupuleusement. Pour que ce soit plus simple, on va diviser la liste en plusieurs catégories. On commence par le plus simple, en théorie, les documents d'identité et les papiers personnels. Alors, qu'est-ce qu'on a là? D'abord, le formulaire officiel de l'ARS, bien rempli. Ensuite, une pièce d'identité valide, logique. Mais attention, ce qui est très important ici, c'est le CV, qui doit être impeccable et en français, et surtout une lettre de motivation solide qui explique bien le projet. On passe à la deuxième partie du dossier. Là, on va parler diplôme et compétences, notamment la maîtrise de la langue française. Et c'est un point absolument essentiel. Il faut bien sûr fournir une copie certifiée conforme du diplôme principal et du certificat de spécialité si on en a un. Mais, et j'insiste là-dessus, le niveau de français, c'est non négociable. Le minimum syndical, c'est le niveau B2. Mais honnêtement, pour vraiment se donner toutes les chances, il vaut mieux viser un niveau CA. Et là, attention, une règle d'or. C'est peut-être le détail le plus important de tout le dossier. Le moindre document qui n'est pas à l'origine en français doit être traduit par un traducteur assermenté, pas le cousin qui parle bien français, non, un traducteur officiel reconnu par la Gestus française. C'est une erreur classique qui cause énormément de rejets de dossiers. Continuons avec les justificatifs d'expérience. Ici, il ne s'agit pas seulement de montrer qu'on a déjà travaillé, mais aussi, et c'est le plus important, de prouver qu'une structure en France est prête à nous accueillir. 3 documents fondamentaux ici. Le fameux Certificate of Good Standing, qui prouve qu'on a le droit d'exercer dans son pays, et il doit être tout frais, moins de 3 mois. Les attestations des anciens employeurs, bien sûr, et la pièce maîtresse, le sésame, la promesse d'embauche. Sans ce document d'un hôpital français, le dossier est tout simplement irrecevable. On arrive au bout de notre checklist. Il reste quelques derniers documents pour que le dossier soit vraiment complet. Ce sont des formalités administratives et sanitaires. Pour boucler la boucle, il faut un certificat médical et attention, fait par un médecin en France. Il faut aussi prouver que l'on est à jour de ses vaccins obligatoires et, bien sûr, montrer patte blanche avec un extrait de casier judiciaire. Imaginons, le dossier est complet, il est accepté, super. Mais alors, on signe quoi concrètement? Ce contrat pacte, qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qu'il implique au quotidien? Ce tableau y résume tout très clairement. Déjà, la durée, c'est un contrat court, 13 mois, qu'on peut renouveler une seule fois, donc 26 mois maximum. Le but, ce n'est pas de s'installer durablement avec ce statut, c'est une période pour travailler sous la supervision d'un collègue senior, tout en préparant la suite, les examens. Et ce n'est pas un poste d'observation, c'est un vrai travail à temps plein, avec les gardes, les astreintes, tout le package. Et c'est là qu'il faut bien comprendre une chose. Le contrat pacte, ce n'est pas la ligne d'arrivée, c'est juste le début, la première marche d'un escalier bien plus long. Prenons un peu de hauteur pour regarder le parcours dans sa globalité. Voilà le plan de carrière sur plusieurs années. D'abord, on décroche le pacte. Ensuite, il y a les fameuses EVC, les épreuves de vérification des connaissances. C'est un concours national, très exigeant. Si on réussit, on enchaîne avec le parcours de consolidation des compétences, qui dure 2 ans. Et c'est seulement après tout ça, si tout est validé, qu'on peut enfin obtenir l'autorisation d'exercer pleinement et s'inscrire à l'ordre. C'est un marathon, pas un sprint.
Donc, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Le pacte, c'est la clé qui ouvre la porte. C'est ce qui permet de rentrer dans le système, de commencer à travailler, de se faire une expérience. Mais ce n'est absolument pas la destination finale. C'est le début du chemin. Finalement, tout ce qu'on vient de voir nous ramène à la case départ et à une seule question vraiment cruciale. Car l'élément qui met tout ce processus en mouvement, le véritable déclencheur, c'est bien la promesse d'embauche. Sans elle, rien ne peut commencer. La vraie première étape, c'est donc de répondre à cette question.